Bonjour tout le monde et bienvenue à une balado-diffusion du Bulletin GP. Mon nom est Abdoussal et je vous accueille à cette émission d'après-course du Grand Prix de Hongrie disputée sur le Hungaroring à Budapest et qui marque aussi la dernière course avant les grandes vacances estivales méritées pour plusieurs, dont George Russell. Pour revenir sur ce Grand Prix, j'ai avec moi Marc-André Fortin. Salut Marc-André! Salut Abdou, comment ça va? Ben ça va bien, merci. En fait, et maintenant que c'est la première fois depuis le retour de mes vacances qu'on se parle en voix, en fait, je veux te remercier sincèrement pour m'avoir remplacé lors de l'après-course du Grand Prix de Grande-Bretagne. Tu as fait ça avec brio avec François, donc un grand merci pour m'avoir remplacé à pied levé, autant dans l'animation du podcast que dans la gestion des réseaux sociaux aussi. Ça a été un plaisir. C'est toujours le fun de prendre le relais quand tu peux pas. Ça change un peu entre l'animation et la chronique. Fait que c'est le fun. Exactement. C'est bien le fun. Puis peut-être l'année prochaine, ça risque d'arriver à nouveau. Je dis ça de Je te le souhaite. Oh oui. Oh ouais, ça sent l'Europe. Bref. Ben, parlant d'Europe, on va revenir sur une des courses justement disputées en Europe, le Grand Prix de Hongrie. Je vous donne les résultats provisoires au moment où on enregistre parce que le Grand Prix vient de se terminer. Le champagne a été vidé de partout. Donc, Lando Norris obtient sa première victoire de la saison, sa première en tant que champion du monde. Ensuite, on a Max Verstappen sur Red Bull qui termine deuxième, Kimi Antonelli sur Mercedes troisième. Ensuite, les Ferrari 4e et 5e. Lewis Hamilton a franchi la ligne d'arrivée en 4e place, mais a eu une pénalité de 5 secondes pour vitesse excessive dans la ligne des puits, ce qui fait en sorte qu'on échange les positions 4 et 5 avec Charles Leclerc. 6e place, Isaac Hadjar. 7e place, George Russell, qui a commencé à cette position, termine à cette position, mais ça n'a pas été facile, vous allez comprendre pourquoi. 8e, Liam Lawson. 9e, Nico Hülkenberg qui obtient ses premiers points de la saison, finalement. Et 10e, Arvid Lindblad, la seule recrue du plateau qui continue d'inscrire des points à ça durant la saison initiale en Formule 1. Alors, Marc-André, finalement, le champion en titre obtient sa première victoire de la saison, mais ça n'a pas été de tout repos pour Norris, lui qui est parti d'ailleurs en pole position. Tout à fait. Ça a été une course particulièrement chargée quand même pour Lando Norris, qui est parti en pole position, qui a manqué de rythme un peu au début de la course, j'ai l'impression, somme toute. Et Piastri était devant pendant un certain temps. Et on a vu la frustration de Norris là, qui souhaitait passer devant Piastri en raison de sa vitesse de pointe, qui jugeait meilleure. Pendant un bon petit bout de la course, ils se sont échangés tout de même les positions. Ce que j'ai trouvé intéressant par Norris, c'est son départ, surtout parce qu'on se demandait un peu comment ça allait aller. Les départs sont très inconstants pour la plupart des pilotes depuis le début de la saison. Personne n'a réellement réussi à trouver cette constance, à part peut-être dans les dernières semaines, derniers mois. Antonelli a connu quand même de très bons départs après avoir eu des difficultés en début de saison. Donc, j'ai aimé le travail de Norris ça va lui faire du bien avant de partir en vacances d'avoir ce résultat. Je pense que c'est une saison extrêmement frustrante pour lui. S'est fait dépasser par les Mercedes, par les Ferrari. Et même dernièrement, Max Verstappen est assez exceptionnel avec sa Red Bull, donc souvent a de bons résultats également. Donc, de pouvoir fermer cette première manche avec une victoire comme ça en Hongrie, alors que c'est une victoire aussi pleinement méritée. Là, on ne parle pas d'une victoire qui est en raison d'un accident devant ou d'un événement en piste, vraiment une victoire méritée. Ouais. Je sens que ça va peut-être faire du bien aussi. Puis réellement, je pense que la McLaren ne semblait même pas non plus être la voiture la plus rapide, somme toute.
Peut-être été même un peu chanceux par les circonstances de qualification, mais somme toute, le travail a été fait par Norris et par McLaren. Oui, et même, c'est ça qui m'a surpris, c'est qu'on s'attendait à voir Ferrari être devant, considérant aussi le fait que c'est pas, le Hungaroring n'est pas un circuit où le déploiement d'énergie et le moteur est prioritaire, ce qui a souvent avantagé Mercedes, comme on l'a vu à Spa, mais c'est McLaren qui est vraiment nous a pris tout le monde par surprise, et je pense que ça a été le cas non seulement en fin de semaine, mais aussi par le rythme, parce que Norris aussi, il y a aussi le fait que, parce que justement, je regarde l'émission d'après-course du Grand Prix sur YouTube au moment où je vous parle. Et puis, Norris, au virage 2, est complètement déporté par l'extérieur et carrément, il est dans la partie la plus sale, et ce qui fait en sorte que Piastri va prendre les commandes. Et là, ensuite, ça a été, il est resté vraiment à l'intérieur de la seconde derrière son coéquipier. Et là où tout a basculé, c'est justement le deuxième arrêt au puits. Quand Piastri s'est arrêté en premier, ce qui est encore une décision un peu bizarre, je trouve. Et Norris est revenu, mais entre-temps, il y a Piastri qui a été tapé par Carlos Sainz, ce qui a vraiment ruiné en fait les chances de Piastri de tenter de gagner cette course, parce que je dis tenter, malheureusement Piastri a abandonné, mais Norris quand même restait quand même à proximité de Piastri. Ouais, puis quand on parlait de rythme de la McLaren, ce qui m'a impressionné aussi, c'est lors de la deuxième arrêt de Red Bull, quand tout le monde quand Hadjar a réussi à faire son ministre de la Défense. Lorsque Hadjar a perdu le contrôle de ce train, à la vitesse auquel les McLaren ont réussi à distancer Red Bull, donc Max Verstappen et Hamilton et sa Ferrari, ça m'a quand même impressionné aussi. Donc, on voyait là une vitesse de pointe, ou du moins un rythme qu'on avait rarement vu avec la McLaren depuis le début de la saison. Donc, je pense que probablement que Norris a eu beaucoup de plaisir avec cette voiture. Et bien sûr, bon, la chance, entre guillemets, lui a souri également par les incidents sur la piste avec Oscar Piastri, bien que je voyais un Lando Norris peut-être un petit peu plus rapide tout de même que Piastri, mais c'est sûr que ça donne un petit coup de main. Ouais, exact. C'est surtout aussi le fait que après l'arrêt de Norris, il a été capable de vraiment se distancer assez rapidement de Piastri. Donc, ce qu'il disait à la radio, c'était vrai que il était plus rapide. Alors, ça a joué en sa faveur, et certes les circonstances externes avec l'accrochage entre Sainz et Piastri. D'ailleurs, Sainz a été pénalisé de 5 secondes pour avoir causé cette collision comme retardataire. Ça a vraiment aidé. Alors, je pense que c'est ce qu'il fallait à McLaren. Et puis, j'ai envie de dire très honnêtement, Norris, malgré les difficultés de la voiture et le retard sur le développement, connaissait pas une mauvaise saison de sa part. Et je ne dis pas ça seulement parce qu'il vient de gagner, mais on voit aussi que même en Belgique, avec la pénalité de 10 places pour changement excessif d'une de ses composantes du moteur, il aurait pu être dans le coup pour se battre pour le podium. N'eût été d'une erreur stratégique de McLaren, surtout durant la voiture de sécurité virtuelle. Donc, on voit que McLaren reprend du poil de la bête. Oui, probablement pas assez vite, ou du moins pas assez avec des résultats suffisamment pour qu'on y croie. Mais oui, c'est un peu ça qui peut être frustrant peut-être dans ces cas-là. C'est que dès que tu connais un début de saison extrêmement difficile,
c'est pratiquement impossible de revenir. On l'a vu avec Max Verstappen l'an passé, bien que il a passé extrêmement proche. On pouvait retourner au début de la saison et se dire, s'il avait amassé des points là, s'il avait amassé des points là, s'il avait amassé des points là. Donc, c'est un peu le cas pour McLaren. Si, mais ça ne l'est pas. Puis aujourd'hui, peut-être que ça va redonner un coup de confiance à l'équipe, puis que le retour après les vacances va être très bon. Là. Ça ne m'étonnerait pas de revoir McLaren peut-être remporter la prochaine course par cette énergie que cette victoire va avoir donnée, bien que tout le monde part en vacances. Ça va être des vacances qui vont être extrêmement bien pris, je pense, par toutes les écuries après l'intense début de saison qu'on a eu malgré 2 courses qui n'ont pas eu lieu. C'est fou quand tu penses à ça. Hein? Ah oui, hein? On a eu un début de saison totalement intense et il y a 2 courses qui n'ont pas eu lieu. Ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, une d'entre elles aura finalement lieu, mais j'en reparlerai au cours de la semaine dans un épisode à part. Mais côté Red Bull, Max Verstappen qui finit 2e. Ça a l'air d'être une bonne... Ça a été une bonne course de la part de Verstappen, même s'il s'est plaint beaucoup sur certains aspects de sa voiture, mais le point fort de son Grand Prix, c'est son double déplacement sur... je pense que c'était Liam Lawson et ensuite sur Lewis Hamilton. Puis je le disais à Jean-Sébastien, le move que Verstappen a fait sur Hamilton, ça m'a rappelé exactement le même qu'il a tenté de faire il y a 2 ans et qui s'était mal terminé entre les deux. Mais cette fois-ci, ça s'est bien passé. Alors ça, pour moi, c'est un des dépassements de la saison. Vraiment très bien fait. Ça a été l'une des plus belles courses de Max de la saison. Premièrement, a réussi son départ. C'est quelque chose qui a eu extrêmement de la difficulté toute la saison. Aujourd'hui, ça a été impeccable. A profité de son départ pour se mettre en position en bonne posture. Ensuite, je pense que son objectif, c'est de se mettre devant les Ferrari et après ça, voir comment la course allait aller. Pendant un arrêt des pluies, se fait avoir. Hamilton a réussi à le dépasser. Et ça n'a pas été long. Là. Ce dépassement est venu 2 tours peut-être plus tard, lorsqu'il a perdu sa position sur Hamilton après un changement de pneus. Et puis, ça prenait du cran pour réussir un tel dépassement. Mais c'est le beau Max qu'on voit en ce moment, malgré une voiture qui ne lui offre pas toutes les possibilités qu'il souhaite. Il réussit avec son instinct, son talent de s'en sortir, somme toute, avec de bons résultats dernièrement. Un autre podium pour Max, qui est pleinement mérité aujourd'hui. Bien sûr, a profité de lui aussi là, le petit incident de Piastri pour avoir une 2e position, de gagner une position en plus. Mais somme toute, je crois que ce qu'on voit de Max, c'est exactement ce qu'on aurait aimé voir en début de saison, mais la voiture n'était tout simplement pas en mesure de lui donner. Puis aujourd'hui, on voit que quand la voiture est capable de lui donner un petit peu plus que ce qu'elle est capable de le faire en début de saison, c'est ça lui a juste la tangibilité pour réussir des dépassements comme il l'a fait. Là. Et je dois dire aussi, avant de passer à Mercedes, mention très honorable à Isaac Hadjar qui termine encore dans le top 6. C'est une belle... vraiment, je pense que c'est un très bon stretch de sa part. Tu l'as mentionné quand même tout à l'heure. C'était quoi? Il a joué un peu le rôle du ministre de la Défense pour aider Max Verstappen à se rapprocher de Lewis Hamilton durant le relais. Il y a quand même, je dois dire, une part de moi qui dit que finalement, le fait de ne pas avoir Helmut Marko et Christian Horner dans les pattes aide un peu Hadjar à bien conduire et on le voit. Encore aujourd'hui, après un tête-à-queue samedi durant les qualifications Q3, ça n'a pas aidé, mais il a quand même été capable de bien s'en tirer. Et aussi le fait que George Russell a
eu un problème avec l'anti-stall au départ aussi parce que c'est clair que Russell n'eût été de ce problème, aurait terminé devant le Français. Mais il y a une chose que je suis surpris, Marc-André, de voir Kimi Antonelli sur le podium. Surtout que, bon, il s'est pris une pénalité de 3 places sur la grille pour ne pas avoir respecté le drapeau jaune. Mais je ne pensais pas qu'il se rendrait sur le podium contre les Ferrari, en battant les Ferrari surtout. Ouais. Moi non plus, je ne pensais pas que ce serait possible. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Tu sais, les Ferrari avaient l'air tellement d'avoir un bon rythme, d'être prêts à tout. Puis pourtant, Antonelli s'est fait prendre par l'incident de Max en fin Q3. Mais visiblement, je ne le sentais pas nécessairement non plus dans une... Parce que ça semblait pas être le Grand Prix où il y avait le plus de rythme. Donc, ce que j'observe aussi, c'est que Antonelli a réussi à s'en sortir dans une course qui ne lui allait pas. Et ça, c'est souvent quelque chose que je vantais de Max Verstappen, par exemple, ou même de Lewis Hamilton à l'époque. C'est quand tu n'es pas dans une bonne forme ou ta voiture n'est pas dans une bonne forme, il faut que tu réussisses à trouver des solutions. Et c'est un peu ce qu'il a fait aujourd'hui. Tu sais, ça a été une course quand même très demandante physiquement aussi pour tout le monde. Mm-hmm. Il faisait chaud, il faisait plus de 30 degrés. Donc, ça n'a pas dû être simple non plus pour les pilotes de s'en tirer. On a vu quand même un Antonelli qui semblait quand même fatigué après la course. Donc, je suis content quand même qu'un pilote comme ça réussisse à trouver ses solutions. Puis c'est ça qui va lui donner un pass probablement pour un championnat. Il est encore tôt, on s'entend, mais c'est dans des performances comme ça ou des acquisitions de points comme ça qu'il va pouvoir y croire du moins ou s'aider pour potentiellement aller chercher son premier championnat. Oh oui. Et en plus de ça, avec Russell qui malheureusement une course anonyme, mais surtout dû au fait que il y a eu l'anti-stall qui a tout simplement ruiné la course, en plus d'un arrêt au puits de presque 4 secondes qui ne l'a pas aidé. D'ailleurs, j'ai justement l'image devant moi. C'est ça qui a carrément ruiné le Grand Prix de Russell. Mais sur l'ensemble du week-end, c'était pas vraiment fameux. Il était carrément à la traîne. Il s'est qualifié quand même 7e derrière Antonelli avec ou sans la pénalité de son coéquipier. Alors, je pense que s'il y a quelqu'un qui a énormément hâte aux vacances de estivales, c'est bien lui. Parce que c'est encore des problèmes avec la voiture qui surviennent au mauvais moment aussi. Alors, c'est pas quelque chose que Russell avait besoin à ce stade-ci de la saison. Ouais, je suis un peu triste pour Russell, sans blague, parce que c'est de multiples pots qui lui tombent sur la tête sans qu'il le demande en réalité. Et quand je regarde un peu encore aujourd'hui, tu sais, c'est de la malchance. Son moteur croule lors du lancement de la course, a réussi à se mettre en position pour revenir tout de même. Mais ça n'a pas dû être simple quand même pour Russell. Il a été assez anonyme, mais a tout de même fini par aller chercher le meilleur, je crois, de ce qui pouvait se passer. Donc, c'est super intéressant de voir ce qu'il est capable de faire quand il y a la voiture pour. Mais là, c'est tout plein de malchance qui lui tombe. S'il y en a un qui a le coup de tomber en vacances, c'est bien lui. Mm-hmm. Mais ça ne veut pas dire que il va revenir puis ça va aller mieux non plus. Donc, je ne sais pas dans quel état d'esprit il tombe en vacances. Est-ce que c'est plus un OK, ça va faire du bien de tomber en vacances ou c'est OK, est-ce que ce n'est que le début du pire? C'est ça.
Mais c'est dommage parce que là, en ce moment, au championnat des pilotes, il détient un retard de 59 points sur Antonelli. Heureusement, il reste encore beaucoup de grands prix à disputer. Ouais. Et puis, Antonelli peut s'effondrer comme ce qu'on avait avec Piastri l'année dernière. Ou l'inverse peut se produire aussi. Ça, comme tu dis, ça peut être le début de quelque chose de pire, mais en ce moment, un mois sans Grand Prix, ça va lui faire du bien. Même chose aussi pour Ferrari, parce que, my God, ça a été une course. Pour Lewis Hamilton, ça a été une course brouillonne. Charles Leclerc a été anonyme. Et pourtant, comme j'ai dit un peu en début d'intervention de cet épisode, c'était un Grand Prix où on misait sur Ferrari pour essayer d'être dominant. Alors, l'exécution de la course a été juste mauvaise chez Ferrari. En plus de ça, Hamilton s'est pris une pénalité de 5 secondes pour vitesse excessive dans la ligne d'appui. Je suppose, et pendant que je vais aller regarder le document émis par la FIA, je me demande à quel moment, est-ce que c'était lors de son arrêt sous la voiture de sécurité virtuelle que ça s'est produit? Je crois que oui. Parce que, en plus de ça, il s'est retrouvé devant Antonelli à la sortie des puits, alors que lorsque c'est la voiture de sécurité ou physique ou virtuelle, la ligne de voiture de sécurité détermine les positions. Hamilton s'est retrouvé devant Antonelli. Heureusement, il lui a redonné la position. Alors, 16h24, oui, c'était exactement durant le deuxième arrêt au puits, durant l'arrêt au puits, durant la voiture de sécurité virtuelle, et il l'a dépassé de 0.1 km/h. Donc, mais et cette fois-ci. Et là, on n'est pas à Monaco, là. On n'est pas à Monaco, exactement. Donc, cette fois-ci, il n'y a pas d'erreur de chronométrage. Il s'est fait carrément prendre là-dessus. Ben, ça, c'est de sa faute, mais disons, côté stratégie, puis côté exécution de course, c'était pas fameux pour Ferrari aujourd'hui. Non, vraiment pas. Puis, encore là, tu sais, à Monaco, je jugeais un petit peu tout le monde. J'étais comme, c'est l'affaire qui est facile à gérer. De ne pas dépasser la vitesse dans les puits. Fait que puis j'ai encore le même jugement aujourd'hui. Mais bon, écoute, ça lui a donné un petit coup de main à son coéquipier Charles Leclerc, finalement, qui termine devant lui. Heureusement, c'est son coéquipier qui passe devant aussi. Ça aurait été drôle que ce soit, je sais pas moi, George Russell ou quelqu'un de ce genre. Donc, mais non, brouillon chez Ferrari. Hamilton, ben, vraiment, début de course très brouillonne, début de course très difficile. Tu sais, l'idéal, en fait, ce qui devait arriver n'est pas arrivé, dans le sens que Ferrari devait conserver leur position. Ils restaient devant Max Verstappen. Au moment où ils ont perdu la course, entre guillemets, c'est quand Max Verstappen les a dépassés dès le début, dès le lancement de la course. Ouais. Et après ça, ben, Ferrari aurait pu réussir à maintenir Lewis Hamilton devant, mais je pense que Max a juste été plus rusé que Lewis Hamilton, parce que je pense que peut-être que si Max ne fait pas son dépassement à ce moment-là, alors qu'il a complètement surpris Lewis Hamilton, peut-être qu'aujourd'hui, peut-être qu'encore aujourd'hui, encore maintenant, que Lewis aurait été devant Max, mais je pense que Max a été rusé, puis Lewis, à ce moment-là, ne pensait probablement jamais que Max allait faire un dépassement à ce moment-là. Ouais. Et pour Charles Leclerc, parce que encore une fois, F1 TV nous remontre le départ et je regarde du côté de Charles Leclerc, ça a été un très mauvais départ. Il a subi il dit avoir subi du patinage, donc ouais. Il est passé de 2e à la 5e place, mais il est resté là tout le long. Et ensuite, Antonelli en a profité avec une stratégie un peu plus audacieuse, en restant un peu plus longtemps sur les durs. On pensait même qu'il allait être
aller faire un arrêt. Finalement, ça n'a pas été le cas, mais Anthony est quand même sauté devant Leclerc, qui n'avait juste rien en retour pour afficher les performances qu'ils avaient fait en qualification. Alors, c'est vraiment dommage de voir Leclerc aussi largué en arrière après une série de très bonnes courses aussi. Hein. Belgique, il a bien fait. On pensait qu'elle allait peut-être gagner avec une belle stratégie. Il a gagné justement en Grande-Bretagne. Mais là, j'ai l'impression de revoir un peu le même scénario qui s'est produit en Autriche. Ça se qualifie bien, mais en course, on est carrément largué. Je sais pas si tu vois la même chose. Oui, vraiment. C'est drôle parce qu'en réalité, c'est fou comment une voiture peut être bonne sur un tour, mais finalement, quand tu le mets sur tous les tours, incapable de réellement faire le travail. Puis après ça, ben, c'est aussi en stratégie. Tu sais, la stratégie de Ferrari était bonne avec Hamilton. Mais, puis, tu sais, je me souviens plus. Je pense que l'arrêt au puits était bon aussi. Fait que c'est vraiment un rythme de course que, visiblement, il semblait avoir quelque chose qui clochait pour Ferrari. Puis encore une fois, on voit que c'est une voiture qui est bonne en qualification, mais en rythme de course, elle a de la difficulté. Après ça, ben, il faut profiter des stratégies. Quand ta voiture en rythme a de la difficulté, c'est là qu'en stratégie, tu dois être surdoué. Puis ce n'est pas totalement ce que Ferrari font, quoique ça n'a jamais aussi bien été en termes de stratégie depuis des années non plus. Ouais. Et puis aussi, je pense que ça s'est au moins amélioré du côté de Ferrari, côté stratégie. Peut-être aussi que la dégradation des pneus aussi n'a pas aidé. Il faisait assez chaud sur ce circuit. Ouais. Donc, et c'est aussi un peu un problème chez Ferrari. Toute la gestion des pneus, aussi la dégradation des pneus aussi, c'était un problème en soi. On va parler de Racing Bulls parce que visiblement, il y a des progrès qui continuent à être faits après un bon week-end à Spa la semaine dernière. Pardon, ça se concrétise en Hongrie avec Liam Lawson qui termine 8e après s'être qualifié et est parti 11e. Et Arvid Lindblad qui inscrit le dernier point possible. Alors, c'était une très bonne course. Et je pense que Lindblad a terminé la course avec 49 tours sur la médium ou la dure, je me souviens plus. Mais il a fait un assez long relais avec sur ce pneu pour inscrire le dernier point possible. Et dans la course pour le meilleur des autres, ils sont en train de la dominer face à Alpine. C'est fou. Puis ça fait quoi? On peut remonter en Autriche, Grande-Bretagne, Belgique aujourd'hui. 4 courses de suite au moins qui sont dans les points. On se souviendra qu'en Grande-Bretagne, ça avait été une formidable performance pour eux, le terminant 6 et 7e dans ce Grand Prix. Est-ce qu'on peut remonter? Écoute, c'est vraiment beau ce qui se passe en ce moment chez Racing Bulls parce que moi j'y ai toujours cru à ce projet. Je pense que cette voiture a toujours eu du potentiel. À chaque année, j'étais celui qui croyait que Racing Bulls allait être la meilleure des autres. Puis à chaque année, c'était de la déception. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé cette année pour que cette voiture offre maintenant le niveau de performance auquel j'ai toujours cru. Mais je pense que le duo de pilotes fait aussi une bonne différence dans le sens que Arvid Lindblad fait un très bon travail, est confiant et est capable de maîtriser ses dépassements, maîtriser ses changements les moments de changement de pneus, mais aussi est capable de bien est capable de réussir une stratégie souhaitée par l'équipe. Même chose pour Liam Lawson, bien que le futur de Liam Lawson ne semble pas encore tout à fait clair. C'est un pilote que j'aime beaucoup. Puis aujourd'hui, on voit le résultat. Encore une fois, les deux terminent dans les points.
C'est des points importants pour avancer le plus d'argent possible à la fin de la saison, selon le classement. Oui, et d'autant plus aussi que Alpine, durant ce Grand Prix, a été ça a été difficile. Gasly, 12e, c'est respectable. Colapinto, 15e. Donc, en fait, entre les deux Alpine, il y a deux Aston Martin, mais ça, on en reparlera tout de suite après, parce que je vais parler de Audi qui fait bien, et puis pour la première fois de la saison, Nico Hülkenberg marque des points. Donc, enfin, un week-end où Hülkenberg n'est pas ennuyé par des problèmes de fiabilité, où il ne finit pas 11e entre les positions 11 et 13 en qualification et en course. Là, il finit 9e. On l'a pas beaucoup vu durant ce Grand Prix, mais il a quand même bien fait dans les circonstances. Et Gabriel Bortoleto, qui finit 11e, pas de points, mais quand même une performance très respectable de sa part. Tout à fait. Audi a probablement eu la course que Cadillac aurait aimé avoir. Ouais, parlant de Cadillac, moi je disais ça à la blague, puis c'est un peu chiant, tu me le diras, mais les suspensions sont aussi solides que Kirby Doc. C'est complètement fou, hein? Pauvre Sergio Perez qui passe sur un vibreur. Jamais, je pense qu'il aurait pu penser que ses suspensions auraient lâché à ce moment-là. Mais non, belle performance pour Audi malgré tout. C'est pas une saison simple, tu sais, un nouveau projet, entre guillemets, on s'entend. Là. Ouais. Ça a quand même une certaine c'est quand même sabeur, là, je veux dire, mais ça reste un nouveau projet. Donc, je trouve que dans les circonstances, ils s'en sortent somme toute bien de temps en temps. Puis c'est là que je pense que c'est important de rapporter l'expérience que Nico Hülkenberg peut avoir sur un projet comme ça. C'est pas la première fois qu'on voit qu'il est en mesure d'amener des points importants pour une écurie, d'amener justement ce petit côté d'expérience qui permet à tout le monde d'avoir un peu confiance au projet, puis surtout amener des résultats. Ah oui, et puis et surtout pour Hülkenberg, dont le contrat se termine à la fin de la saison. J'expliquerai un peu plus en détail durant la semaine, mais je suis allé un peu dans hot take avec la gang de la monoplace durant les qualifications. Moi, je vois pas Carlos Sainz revenir chez Williams la saison prochaine. Je pense qu'il irait chez Audi. Moi, c'est mon hot take. Parce que je pense que si Audi veut passer à un niveau supérieur, il leur faut un pilote qui a intéressant, qui a un très bon feedback. Mais ça, je lance ça comme ça. Peut-être que c'est pas ce qui va arriver, mais c'est juste ma prédiction à moi. Mais aujourd'hui, Nico Hülkenberg a finalement eu le week-end qu'il souhaitait avoir. Pas de problème de fiabilité et une voiture performante qui lui permet d'être compétitif. Et on l'a vu aujourd'hui, donc 2 points. Et Bortoleto 11e, donc ce qui fait en sorte que Audi va très bien. Mais j'ai envie de terminer ce tour d'horizon avec Aston Martin parce qu'on les attendait énormément vu la saison assez difficile que l'écurie connaît. Elle est arrivée avec une version B de leur voiture et on peut dire mission accomplie. Hein? 13e et 14e pour Lance Stroll et Fernando Alonso à un tour de retard des meneurs. C'est déjà une très belle amélioration, d'autant plus que Fernando Alonso s'est retrouvé en Q2 pour la première fois de la saison. Et je parle en qualification de Grand Prix parce que il s'était rendu en Q2 à Montréal, mais avait accidenté sa voiture. Et c'était en sprint, d'ailleurs. C'était en qualification sprint que ça s'est produit. Mais en Grand Prix, là où tout compte, en fait, ça va. Et puis, je pense que Aston Martin a de quoi se réjouir. Écoute, ils partaient tellement de loin qu'effectivement, c'était une petite victoire chez eux. Mais effectivement,
Je concède qu'on a vu, j'ai l'impression, une très belle amélioration chez Aston Martin en ce moment. Je sais pas, ils partent de loin. Est-ce que ils vont avoir une nouvelle amélioration d'ici là? J'ai pas lu. Je pense pas que c'est la fin. Mais en même temps, ils peuvent pas non plus continuer à améliorer cette voiture continuellement. Ils doivent se concentrer à un moment donné sur 2027. Donc, j'ai hâte de voir quelle va être la stratégie chez Aston Martin. Mais ça a l'air d'avoir avancé. Donc, au moins, aujourd'hui, ils peuvent se fier sur, OK, ce qu'on a changé, ça a fonctionné. On a de l'amélioration, puis on part de là. Puis après ça, on verra ce qui arrive. Mais écoute, ils sont pas largués. C'est déjà un bon début pour Aston Martin. Et oui, je peux te confirmer aussi qu'il va y avoir une évolution du moteur du côté de Honda, probablement pour Zandvoort. Alors, au moins, ça va être comment je dirais ça, une superbe opportunité de voir si ça peut continuer à aller de l'avant. Mais la version B est à Hongrie et les performances qu'on a vues, c'est pour moi une bonne base sur laquelle Aston Martin peut continuer de bâtir, parce que et déjà là. Lance Stroll qui finit devant Fernando Alonso alors que ce dernier était une des stars en qualification compte tenu de tout ce qu'on sait, de tout ce qui est arrivé chez Aston Martin. Surtout en 33 tours sur les tendres aujourd'hui, c'était vraiment une grosse job de la part de Lance Stroll. C'est chaud, ça a dû se dégrader. Il a réussi. Exact. Et surtout, on ne finit pas dernier. Alors, c'est une grosse amélioration quand même. Quand on regarde aussi le déclin que Williams et Haas sont en train de connaître depuis le début de la saison. Donc, il y a de quoi bâtir chez Aston Martin. Ouais, vraiment. Alors, avant de se laisser, je vais vous donner le classement des pilotes à l'issue de ce Grand Prix de Hongrie. Toujours provisoire s'il arrive des disqualifications, ça peut arriver. Alors, Kimi Antonelli, toujours en tête, maintenant avec 219 points, un écart de 50 points sur Lewis Hamilton à 169. George Russell est troisième avec 160. Charles Leclerc est quatrième avec 138 points. Lando Norris est cinquième avec 128 points. Max Verstappen, sixième avec 109. Oscar Piastri reste avec 92 points en septième place. Isaac Hadjar est huitième avec 68 points. Liam Lawson est 9e avec 43 points et Pierre Gasly 10e avec 42. Au classement des constructeurs maintenant, Mercedes est toujours en tête avec 379 points, 307 pour Ferrari en deuxième place, McLaren est troisième avec 220 points, Red Bull Racing est en quatrième avec 177 points, Racing Bulls 5e avec 66, Alpine 6e avec 61 points. Haas est 7e avec 21 points. Audi, 8e avec 12 points. Williams, 9e avec 11 points. Aston Martin est 10e avec 11 points. Et Cadillac, toujours avec 0. Alors, c'est ce qui complète cet épisode d'après-course du Bulletin GP. Il y aura un épisode cette semaine où je vais revenir sur quelques sujets d'actualité, entre autres le retour de la Formule 1 à Sepang en Malaisie après 9 ans d'absence. Mais ce ne sera pas le Grand Prix de Malaisie, vous allez comprendre pourquoi. Mais la Formule 1 va revenir en Malaisie. Ça a été confirmé au cours de la matinée. Donc, on va en parler. Puis, je vais élaborer un peu plus sur mon hot take sur Carlos Sainz et pourquoi je le vois quitter chez Williams. Ça peut bien comme ça peut très mal vieillir. Donc, je reviendrai là-dessus au cours de la semaine. On est disponible sur toutes vos plateformes de podcast préférées, Spotify, Apple Podcast, même YouTube et partout où le Bulletin GP est terminé, est disponible.
Et aussi, on est sur Substack. Un peu tranquille côté chronique. On est sur Facebook et Blue Sky @ le bulletin GP. Et il y a toujours le groupe Facebook, la Monoplace, pour continuer les sujets de discussion. Marc-André, merci beaucoup d'avoir été là. Merci Abdou d'avoir fait le tout avec moi ce matin. Et puis, ça a été un plaisir. Et je vois qu'il y a un beau petit chien qui est avec Bien toi. sûr. Donc, malheureusement, on ne l'a pas entendu. J'aurais aimé ça l'entendre sur la victoire de Lando Norris. Malheureusement, il s'est tenu tranquille. C'est un grand fan de Lance Stroll. Oh, OK. Donc, il devait être content aujourd'hui. Il est rarement content, mais aujourd'hui, il peut avoir une petite victoire, tu sais. Ah, c'est une petite victoire pour lui. Donc, il va recevoir il va recevoir plein de bonbons. Alors, sur ce, merci d'avoir été là. Le prochain après-course, c'est dans un mois. Pour le Grand Prix des Pays-Bas pour la dernière fois. Et en plus, c'est un week-end sprint, ne l'oubliez pas. Alors, merci d'avoir été là. Mon nom est Abdou Sall. On continue toujours de rouler avec le bulletin GP et on se retrouve pour un prochain épisode. Allez, salut tout le monde!